Bonjour. En 3 minutes, impossible d'évoquer tout l'apport de Margaret Marouani sur les frontières sexuées de l'emploi, ce thème couvrant une grande partie de ses recherches. Alors je choisis un angle, celui des chiffres, sujet sur lequel nous avons collaboré beaucoup, longtemps et joyeusement. Les chiffres, leur importance, leur poésie. Avec une exigence têtue de rigueur et d'actualité, Margaret Marouani utilisait de nombreux tableaux et courbes. Elle avait à cœur de les actualiser à chaque nouvelle édition de ses repères, de dresser dans le temps et dans l'espace de vastes panoramas pour les états des savoirs qu'elle dirigeait, de tenter de répondre aux mécomptes du chômage et à beaucoup d'autres questions, et aussi, bien sûr, pour ce qu'au travail de fourmi à partir des recensements du XXe siècle, en pensant aux dames de la statistique des années 30. Margaret était avide de méthodologie. Elle voulait comprendre pour mieux faire comprendre le plus clairement et simplement possible. Ce sont les chiffres qui montrent l'ampleur et l'évolution du travail des femmes, les abords du chômage et le fait que, en dépit des crises et des aléas, les femmes ont été bien souvent aux premières loges des changements dans le monde du travail tout au long du siècle. Ce sont les chiffres qui montrent la permanence de bastions masculins et féminins dans certains métiers ou secteurs. Si on les compte, elles existent. Le paradoxe, c'est qu'on compte les femmes depuis longtemps et pas seulement en démographie. Déjà autrefois, le travail des femmes était calculé à part, distingué de celui des hommes. Le travail informel, le travail à domicile, si souvent l'apanage des femmes, ont posé problème aux économistes. Et les aides familiales, doit-on les compter comme leurs artisans, commerçants ou agriculteurs de mari? Dans la lignée de Alain Desrosières, mais aussi de Robert Jolin et de Michel Colac et bien d'autres, il s'agit de décrypter l'incidence des concepts et des façons d'enquêter sur les réponses et résultats pour détecter les illusions d'optique statistique induites par les changements de définition de nomenclature. On a cité le cas des agricultrices des années 50 et 60, 50-54 et suivantes, qui passent à la trappe des recensements. 1 million en moins et une erreur sur la vision à moyen terme de l'évolution du travail des femmes salariées, plus souvent venues d'autres secteurs qu'on ne le pensait. Les travaux de Marie Zuette ont montré que les femmes ne déclarent pas si facilement avoir une activité professionnelle si celle-ci se mêle aux travaux domestiques. On pourrait aussi rappeler que depuis des lustres, les femmes qui se disent sans profession dans l'enquête emploi, si célèbre, sont automatiquement déclarées inactives, terme qui en a scandalisé plus d'une, enquêtée comme enquêtrice. Les femmes sont dites inactives quand elles ne sont pas sur le marché du travail. Faire son marché ne serait donc pas s'activer. Annie Fouquet et d'autres ont pourtant montré le poids du travail domestique dans l'économie. Les chômages restent très majoritaires dans les marges du chômage. Les femmes restent très majoritaires dans les marges du chômage. Elles sont plus souvent à temps partiel subi, donc en sous-emploi. Pour le halo du chômage, un regard sur les définitions suggère que la temporalité et donc la disponibilité immédiate des femmes et leurs canaux de recherche d'emploi peuvent être différents de ceux des hommes. Le chiffre est politique, en particulier celui qui cerne, qui décrit le travail des femmes. Chiffré et déchiffré, en même temps qu'on utilise les chiffres, regardez comment ils sont construits. Alors oui, sur les traces de Margaret Marouani, il est important d'enquêter et aussi de chiffrer autant que possible ce que les études qualitatives nous suggèrent. Compter et compter, dans le sens de chiffrer et raconter, ont la même racine étymologique, computare en latin qui veut dire calculer. Ce n'est pas un hasard. Place à nos 4 intervenantes dans un esprit pluridisciplinaire et international, comme l'aimait Margaret. À toi. Oui, Merci. effectivement, nous allons écouter 4 interventions mobilisant des champs disciplinaires, différents, économie, sociologie et géographie, et qui concernent différentes zones, géographiques. Alors tout d'abord, nous allons écouter, Mathilde Kergoat-Larivière, économiste à l'Université de Lille, qui va aborder la question des indicateurs pour appréhender les inégalités de genre sur le marché du travail en Europe. Puis nous écouterons Anouk Manez, sociologue, Université de Picardie-Jules Verne, qui va questionner la frontière de l'emploi en Italie avec une comparaison avec la France. Puis Camille Schmoll, géographe,
venant de l'EHESS, qui va aborder les questions des migrations, travail de genre et frontières sociales dans la France contemporaine. Et enfin, Nadia Guimarães, sociologue, Université de Sao Paulo, qui va nous parler du CARE et de la suractivité des inactives à propos du cas brésilien. Je me permets de faire un remerciement collectif de la part des intervenantes aux organisateurs et aux organisatrices. Mathilde, à toi. Donc, je vais directement au cœur du sujet. Donc, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, s'inspire directement des travaux de Margaret Maruani puisque, il interroge la dimension genrée, des indicateurs et des catégories statistiques, dans le champ du travail et de l'emploi. Et plus précisément, il porte sur, une critique des principaux indicateurs qui sont mobilisés au niveau européen pour piloter et coordonner, les politiques de l'emploi et les politiques sociales des États membres. Ce travail, en partie le prolongement d'un travail que j'avais mené, il y a quelque temps avec Séverine Lemierre qui, présentera également quelque chose cet après-midi. Donc dans ce travail, j'ai essayé de mettre, en lumière les principales, limites des indicateurs qui sont les plus mobilisés au niveau européen pour éclairer les inégalités persistantes, entre femmes et hommes et en particulier l'indicateur du taux d'emploi qui reste l'indicateur phare, dans la politique européenne, et l'indicateur du taux de chômage qui reste également, très structurant à la fois, alors au niveau européen, mais évidemment aussi dans les débats publics nationaux. Donc les travaux de Margaret Maruani, ça a évidemment été rappelé, notamment ceux, menés avec Monique Méron sur le décompte, de l'emploi féminin en France ont constitué un appui très précieux dans ce travail. Donc, tu réévoquais comment parfois les changements de définition ont pu faire varier de manière, artificielle finalement le décompte des femmes en emploi, notamment dans le secteur, agricole dans les années 50. Voilà, vos travaux qui pointent plus généralement le fait que l'analyse du travail des femmes et sa mesure, dit quelque chose de la place des femmes dans la société, a également été très inspirant pour ce travail. Donc je vais m'appuyer également sur des travaux qui font écho à ces questions de la critique des indicateurs, des indicateurs comme, outils de preuves statistiques, mais aussi comme outils de gouvernement et donc sur la dimension politique, des indicateurs. Au niveau européen, la critique des indicateurs est pas vraiment nouvelle. Il y a des travaux là-dessus depuis longtemps, et notamment le fait que le besoin de simplicité, de comparabilité entre les pays européens, fait souvent que les mauvais indicateurs, chassent les bons, pour reprendre les mots de Robert Saleh. Par ailleurs, la logique de gender mainstreaming qui a été, initiée au niveau européen à partir de la fin des années 90 a eu des effets relativement, limités et c'est vrai quand on regarde, les indicateurs qui sont mobilisés, qui ont été mobilisés depuis des décennies et qui sont encore mobilisés, actuellement, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de progrès qui ait été fait, en tout cas dans ceux qui sont les plus, utilisés, et qui guident cette politique européenne. Donc les principaux indicateurs sur lesquels, moi j'ai travaillé, c'est en m'appuyant sur les rapports, qui sont, publiés chaque année et qui guident du coup cette politique européenne en termes d'emploi et de protection sociale, évidemment indirectement aussi. Donc il y a plusieurs batteries d'indicateurs qui sont mobilisés au niveau européen, qu'on retrouve, dans ce qui s'appelle le rapport conjoint sur l'emploi, de la Commission et du Conseil, qui sont publiés annuellement. Et ces indicateurs, il y en a sur les résultats en matière d'emploi, je vous passe les terminologies anglaises voilà, un peu compliqué, les résultats dans le domaine de la protection sociale et le tableau de bord social qui est associé au socle européen des droits sociaux. Et je vous rappelle aussi que du coup, l'objectif principal de la politique, européenne pour l'horizon 2030, mais c'est un indicateur qu'on a retrouvé tout au long des décennies précédentes, c'est d'atteindre un taux d'emploi, donc pour 2030, l'objectif est fixé à 78 mais c'est vraiment l'indicateur qui guide, majoritairement la politique européenne en termes d'emploi. Donc quand on fait voilà le tour d'horizon de ces outils de monitoring au niveau européen, on voit vraiment la prépondérance, des indicateurs de taux d'emploi, donc ils peuvent être déclinés pour différents, groupes sociaux. Donc le taux d'emploi est notamment, décliné pour les hommes et pour les femmes. C'est le seul d'ailleurs indicateur, qui est genré finalement dans ces listes d'indicateurs, enfin qui est mesuré pour les hommes et pour les femmes. Il y a 2 indicateurs d'écart qui sont proposés. À nouveau l'écart de taux d'emploi, l'écart, c'est toi qui es passé. Ouais, d'accord.
Non, je voulais pas passer. Bon, c'est pas grave. Donc donc l'autre indicateur, proposé d'écart, c'est l'écart salarial. Et par exemple, le taux d'emploi à temps partiel, qui fait partie de ces listes d'indicateurs, n'est pas décomposé, par genre. Et donc ces indicateurs posent plusieurs problèmes pour appréhender la situation des femmes sur le marché du travail en particulier, puisqu'ils vont gommer le fait que les femmes sont encore plus souvent, inactives, même si le terme est effectivement mal choisi, plutôt que chômeuses quand elles sont dans le non-emploi. Et par ailleurs, vont contribuer à invisibiliser toutes les situations interstitielles en fait, entre les trois catégories principales d'analyse du marché du travail que sont l'emploi, le chômage et l'inactivité justement. Donc du côté du taux d'emploi, la critique principale évidemment qu'on peut émettre, c'est qu'il ne prend absolument pas en compte la quantité, le nombre d'heures travaillées, qu'une heure suffit finalement pour être considérée comme en emploi, ce qui est moins problématique pour les hommes qui travaillent majoritairement à temps complet et beaucoup plus problématique pour les femmes qui vont se disséminer dans des quantités de travail beaucoup plus hétérogènes. Et du côté du taux de chômage, ce n'est pas la seule privation d'emploi qui fait le chômeur ou la chômeuse, puisque les conditions sur la recherche d'emploi et la disponibilité pour occuper un emploi vont également aussi avoir des effets très différents pour les hommes et pour les femmes. Donc l'Europe a pourtant développé d'autres indicateurs pour essayer peut-être aussi de dépasser les limites des indicateurs du taux d'emploi et du taux de chômage. L'indicateur du sous-emploi, évidemment, est plus utilisé. L'indicateur de la population active supplémentaire potentielle, voilà, un vocable un petit peu compliqué, pour essayer justement de relâcher ces hypothèses sur l'indicateur du chômage, sur la disponibilité ou la recherche d'emploi. Mais malgré tout, les notions de souhait de travailler ou de disponibilité pour travailler qui n'ont pas les mêmes implications pour les femmes et pour les hommes sont encore présents dans ces nouveaux indicateurs. Et par ailleurs, ces nouveaux indicateurs ne font pas partie des principaux indicateurs pour piloter la politique de l'emploi au niveau européen. Et donc, si on s'en tient au taux d'emploi et au taux de chômage et qu'on regarde ce qui s'est passé sur les dernières décennies, il semble effectivement que l'intégration des femmes sur le marché du travail s'est améliorée, que les inégalités se sont réduites. On a eu une convergence du taux de chômage pendant les années notamment de crise, pas exactement dans le bon sens, mais disons que c'est le taux de chômage des hommes qui a augmenté plutôt pour rejoindre celui des femmes. Mais donc, on a une forme de convergence des taux de chômage. Quand on regarde dans les pays européens actuellement, les taux de chômage des femmes sont inférieurs à ceux des hommes dans un certain nombre de pays maintenant. Et du côté des taux d'emploi, donc là, on est plutôt rassuré, c'est-à-dire que c'est quand même toujours l'inégalité est dans le bon sens, entre guillemets, mais malgré tout, l'écart s'est nettement réduit sur les dernières décennies. Donc pour essayer de mieux appréhender cette diversité des situations féminines et les différences entre hommes et femmes et les limites de ces deux grands indicateurs, et voilà, j'ai essayé de construire un continuum des situations. Donc cette fois-ci, je vais trouver la bonne flèche. C'est là. Ouais. Donc j'ai distingué un continuum de 6 situations, sur le marché du travail. Donc c'est pas extrêmement original, mais en gros, ce qui va du temps complet en bleu en bas, en passant, jusqu'à l'inactivité en vert en haut, en passant par, des situations un peu intermédiaires, donc du temps partiel, de plus de 20 heures par semaine ou de moins de 20 heures par semaine. Donc là, le choix a été fait de ne pas utiliser ces catégories de contraints subis, choisis pour sortir justement de ces questions de souhaits qui n'ont pas les mêmes implications pour les hommes et pour les femmes et pour pointer le fait que le temps partiel, c'est un accès à des salaires moins élevés et à une protection sociale dans l'ensemble moins élevée, donc de plus de 20 heures, de moins de 20 heures, le chômage selon la définition classique du BIT, et puis ce halo du chômage tel que défini par Eurostat, qui n'est pas du tout une catégorie complètement satisfaisante, mais qui permet justement de pointer un petit peu plus les interstices entre les catégories habituelles. Et donc ce qu'on voit sur la base de ce graphique pour l'Union européenne dans son ensemble dans un premier temps, c'est qu'effectivement, l'écart minimal se retrouve vraiment sur le taux de chômage. Donc en fait, ce continuum, les hommes et les femmes ont le même taux de chômage, grosso modo à peu près au niveau européen. Enfin, il y a un point d'écart, mais ça cache un continuum de situations sur le marché du travail extrêmement différent. Voilà, les hommes sont en emploi à temps complet à près de 80%, alors que ça concerne à peine plus de la moitié des femmes. Et finalement, c'est bien sur cette catégorie du chômage que les situations sont les plus proches. Et finalement, sur toutes les autres situations, on voit les grands écarts qui subsistent. Donc, ces écarts-là ne transparaissent évidemment pas dans les taux d'emploi globaux qui mélangent temps complet et temps partiel. Et là, effectivement, les parts orange et grises pour les femmes sont très nettes, c'est-à-dire l'emploi à temps partiel
j'ose à peine dire long, de plus de 20 heures par semaine, et extrêmement court, de moins de 20 heures par semaine, sont, beaucoup plus importantes que pour les hommes. Et là, on voit aussi que la part des femmes dans le halo, donc qui est imparfait, mais qui permet justement de voir que quand on relâche une condition sur, les critères du chômage, on capte plus de femmes, est également plus important pour les femmes. Et donc finalement, si on calcule la part du non-emploi qui se trouve dans le chômage, elle est de 42 pour les hommes. Donc quand les hommes sont hors de l'emploi, ils sont presque pour moitié au chômage, alors que pour les femmes, elles ne sont que 23 au chômage. Donc la catégorie du chômage capte très mal le non-emploi des femmes et beaucoup mieux, oui, tout à fait, c'est celui des hommes. Et donc, j'en arrive à mon dernier graphique, qui est juste une illustration que j'espère à peu près lisible par pays. L'idée étant de montrer que dans des pays qui ont pourtant des systèmes et des modèles d'emploi et des modèles de politique familiale extrêmement différents, donc allant Royaume-Uni, Suède, Italie, Allemagne, France, on retrouve finalement cette proximité sur la part du chômage et l'hétérogénéité des situations sur les autres catégories. Et c'est vrai également dans des pays qu'on peut considérer comme relativement plus progressistes, comme la Suède par exemple en termes d'égalité femmes-hommes. Donc cette diversité des situations et le fait que le taux de chômage et le taux d'emploi cachent les spécificités des situations féminines reste vrai également dans à peu près tous les pays européens. Je vais m'arrêter là. Voilà. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Dans cette communication, je vais revenir sur un des résultats de ma thèse soutenue récemment, où je propose de prendre au sérieux les activités des chômeurs et chômeuses, leurs emplois du temps, et d'interroger l'imbrication des rapports sociaux à travers la valorisation symbolique et matérielle différenciée du travail entendu au sens large féministe hors emploi qu'ils et elles effectuent. Et j'interroge donc cette valorisation à travers ce qu'ils et elles m'en disent. Donc c'est à travers des entretiens biographiques et comment ils sont traités par les institutions, comment ces institutions considèrent leurs activités, comment ces personnes considèrent elles-mêmes leurs activités et leur statut, et aussi comment leur entourage les qualifie. J'ai fait une soixantaine d'entretiens biographiques avec des sans-emploi résidant à Marseille et à Turin. Donc c'est une comparaison internationale armée par des analyses statistiques secondaires de la Labour Force Survey, donc l'enquête emploi harmonisée par Eurostat à l'échelle européenne. Donc je vais me concentrer sur un point en mettant plus l'accent sur l'Italie, qui est un contexte moins connu en France. Donc je pars d'un constat qui est que beaucoup de mes enquêtées italiennes utilisent la catégorie au foyer pour qualifier une phase de leur vie. Alors qu'en France, elle est jamais invoquée donc par les femmes chômeuses, y compris celles qui ont eu des périodes d'inactivité entre guillemets longues. Elles vont plutôt utiliser les catégories de congé parental, donc de chômage, ou pour les femmes cadres, de formation ou de reconversion. Les mères en couple qui ont été absorbées par le travail domestique et parental en France, à l'inverse, elles vont beaucoup user le terme active, elles vont, à propos de leurs activités et d'elles-mêmes, pour rappeler qu'elles ne sont pas et n'ont pas été des femmes au foyer, alors que chez les femmes italiennes, à l'inverse, elles font pas du tout usage de ce terme d'active. Le problème, c'est que je suis allée voir donc les indicateurs taux d'emploi et taux d'activité, et ça ne reflétait pas du tout donc ces différences. Puisque, alors là, je me place à l'échelle régionale, puisque je compare une région de nord de l'Italie. Il faut savoir que le chômage en Italie est concentré dans le sud, donc c'est plus logique de prendre des échelles locales.
Donc les taux d'emploi des femmes à l'échelle régionale, donc en 2018, ils étaient de 60% en PACA, le taux d'emploi des femmes, et 59% dans le Piémont, donc à peu près équivalent. Et les taux d'activité, c'était la même chose, on était à 65% environ dans les deux régions. Donc j'étais très surprise. Et là, je suis allée voir en fait une autre variable de l'enquête emploi qui est pas toujours présente dans tous les pays, mais qui est très intéressante, c'est celle des statuts autodéclarés. Et là, en fait, ça devient extrêmement visible, cette légitimité de la catégorie de femmes au foyer, puisque donc c'est une variable où on demande aux personnes de se catégoriser. Donc il y a 7 catégories, un emploi ou une profession, au chômage, élèves, étudiants, etc., retraités, invalides définitifs, au foyer et autres inactifs. Et là, en fait, on voit qu'en France, en 2018, donc 27% des femmes, elles se déclaraient au foyer. Non, pardon, en Italie, c'est important. Et en France, c'était 6% des femmes. Dans le Piémont, 20% donc au foyer et en PACA, 7%. Donc là, on voit qu'il y a une différence énorme et choisi de la replacer dans le contexte du régime d'État-providence italien et qui est aussi en fait un régime de genre. Donc une des principales caractéristiques de ce régime d'État-providence, c'est le recours extrême aux transferts sociaux sous forme monétaire plutôt que sous forme de services en nature. Et ces transferts monétaires sont concentrés donc, sur les pensions de retraite pour carrière complète. Donc pour le dire vite, c'est un régime qui protège très bien face au risque du chômage, retraite ou maladie une fraction de la population intégrée dans le marché du travail ou qui a été intégrée. Donc principalement des hommes adultes de nationalité italienne voilà, et souvent pères de famille. Et par contre, elle protège très mal, encore plus mal qu'en France, les personnes dites inactives, donc beaucoup de femmes, et plus largement les personnes qui évoluent dans le marché de l'emploi secondaire, sachant que donc, ces personnes-là sont beaucoup plus nombreuses en Italie qu'en France pour plusieurs raisons qui sont relatives à la structure du marché de l'emploi italien. Donc il y a énormément de petites entreprises. Ce poids des petites entreprises, il entraîne aussi un fort poids du travail informel, enfin, qui n'est pas que lié à ça, mais qu'il faut souligner. Sachant que l'étendue de ce travail informel a été voilà, encore accrue par des réformes extrêmement violentes de flexibilisation du marché du travail qui ont eu lieu depuis la fin des années 90. Et plus largement, on a un marché de l'emploi structuré autour des professions moins qualifiées et une économie moins tertiarisée. Donc, voilà, ce régime de genre, il est redoublé donc, par des politiques familialistes, différemment en France, hein, où le travail de soins est dévolu à la famille et à l'Église. Donc, on confie à la famille la fourniture de services qui peuvent être partiellement défamilialisés dans d'autres contextes, notamment en France, donc les soins aux enfants et aux aînés. Mais aussi, on confère à la famille un rôle de redistribution des revenus avec, comme on l'a vu, donc des transferts monétaires concentrés sur les pensions de retraite plutôt que sur les politiques familiales, les allocations familiales ou les minima sociaux. Donc, il n'y a pas de minima sociaux équivalents au RSA, par exemple, en Italie, et il n'y a pas d'allocation familiale, en tout cas à l'échelle nationale. Enfin, dernier point important, moi sur mon terrain, les politiques d'activation qui pourtant sont inclus hein, dans la législation italienne, comme dans la plupart des pays, enfin beaucoup de pays européens, elles n'étaient pas donc appliquées sur mon terrain. Il n'y avait pas de politique d'activation des chômeurs pour de nombreuses raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Et en quelque sorte, les familles italiennes, elles étaient épargnées
des injonctions à l'activation qui pesaient sur les chômeurs français que j'ai rencontrés et qui pèsent sur de plus en plus de catégories de chômeurs actuellement. L'influence de ce cadre structurel et institutionnel sur les discours ordinaires en fait, des chômeurs et chômeuses, il se lie également aussi dans des jugements normatifs sur le bon âge où une mère pourrait confier la garde de son enfant à un tiers avant l'entrée en école maternelle. Bon, sachant qu'en Italie, il y a un taux de scolarisation des enfants entre 3 et 6 ans qui est à peu près équivalent à la France. Donc il y avait beaucoup de discours qui disaient que confier son enfant à un tiers avant 3 ans et particulièrement pendant la première année, c'était moralement condamnable. Et ça aussi, je le mets en lien avec des politiques familiales, de garde extrafamiliale très peu développées. Et aussi des politiques d'encouragement à l'allaitement prolongé étatique. J'ai malheureusement pas le temps d'aborder un deuxième point, donc je vais directement passer à la conclusion. Donc qu'est-ce que ça nous dit sur comment aborder les frontières de l'emploi, de l'activité, de l'inactivité? C'est que s'intéresser aux termes, aux mots utilisés par les personnes pour désigner leurs activités et leurs statuts, à leur jugement normatif, par le biais de méthodes qualitatives ou quantitatives. Ça permet de repérer donc des catégories d'entendement communes qui ne sont pas décelables si on se limite aux indicateurs statistiques. Ensuite, que pour comprendre le caractère mouvant de ces frontières et leur relativité, on gagne à s'intéresser de manière synchronique et diachronique à des éléments de contexte qui sont souvent analysés séparément, c'est-à-dire les réglementations de l'emploi, les structures des marchés de l'emploi, les politiques sociales et de protection du chômage, mais aussi les politiques migratoires ou les politiques familiales. Et je pense que j'ai fini. Merci. Je prends la suite. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. C'est une belle journée qui nous rappelle tout ce qu'on doit aux féministes. Hommage à Margaret Maruani. Et merci aussi à Anouk d'avoir assuré la transition sur les politiques migratoires. J'avais pas l'intention d'en parler, mais en Italie aujourd'hui, alors que une femme au leadership politique incontestable, la Meloni, s'acharne contre les migrants en Méditerranée. En même temps, elle promet la régularisation de 450 000 personnes qui sont essentiellement des travailleuses domestiques immigrées. Voilà, donc c'est bouclé. Donc, moi, je souhaiterais interroger avec vous aujourd'hui la question de l'invisibilité ou de la visibilité des femmes immigrées ou migrantes, comme vous voulez, au travail, hein, une question de visibilité et d'invisibilité qui est bien entendu qui était cruciale en fait dans les travaux de Margaret Maruani et qui est porteuse d'enjeux de reconnaissance, mais aussi de transformation sociale et qui comporte aussi, même si j'en parlerai pas trop, en fait, une dimension spatiale et c'est à ce titre aussi qu'elle m'intéresse en tant que géographe. On voit apparaître ces femmes, de manière, ponctuelle, dans l'espace public, souvent à l'occasion de leur mobilisation et on peut penser aux aux multiples, grèves de travailleuses, des hôtels, travailleuses de la restauration, travailleuses du sexe de ces dernières années. On peut penser, je voulais mentionner le travail, la recherche de Safia Doumanque qui a été soutenue récemment sur les mouvements de travailleuses du nettoyage, par exemple. On peut aussi penser à leur visibilité, qui a été particulièrement accentuée, au moment, de la crise sanitaire liée à la Covid-19, hein. Comment ces femmes, tout d'un coup, sont apparues dans l'espace public, hein, aides-soignantes, infirmières, agentes d'entretien, caissières, dont on découvrait, l'indispensabilité. Elles ont été applaudies parfois même. Donc c'est la façon dont ces femmes, hein, à l'image un peu des ouvrières qui sortaient, travailler, pendant les grandes guerres, deviennent, tout d'un coup visibles et peuplent les espaces, utiles. Mais, malgré cette visibilité passagère, c'est l'invisibilité qui persiste dans les discours officiels, dans les politiques publiques et parfois même aussi dans la recherche.
Et donc, sur mes propres terrains ethnographiques, qui ont donc concerné des femmes africaines qui ont traversé la Méditerranée et qui, pour certaines d'entre elles, vivent aujourd'hui en France, mais aussi des migrantes italiennes qui sont venues en France après la crise de la fin des années 2000, ou encore des exilées ukrainiennes plus récemment. En fait, la question du travail est centrale et pourtant elle est encore traitée de façon relativement marginale dans les études sur les migrations, aussi parce qu'elle est éclipsée par d'autres dimensions qui, quelque part, nous crèvent les yeux, hein. La violence des frontières, la précarité des trajectoires, les recompositions, familiales, souvent dans la douleur et la séparation, et donc, de ce fait, la question du travail reste parfois assez marginale. Donc, il me semble important d'adresser plusieurs questions. Comment, les recherches en France ont abordé, le lien entre genre, migration et travail? Qu'est-ce qu'elles ont mis à jour, mais aussi qu'est-ce qu'elles ont peut-être parfois, contribué à invisibiliser? Et quelle est aujourd'hui, cette visibilité ou cette invisibilité des femmes immigrées en France et plus largement en Europe? Et évidemment, vous comprendrez qu'il y a un double enjeu d'invisibilisation de ces femmes en tant que femmes et en tant qu'immigrées. Alors, d'abord, un mot pour dire que la recherche sur les femmes au travail et la recherche sur les migrations ont constitué des champs, quand même pendant longtemps assez séparés, en fait, et que alors que d'un côté, des cherche même si la question évidemment des rapports de race et cetera était déjà présente, mais malgré tout, on a eu la constitution d'un champ sur, femmes et travail et emploi, et de l'autre, un champ sur femmes et migration. Et que la question, dans les études migratoires, qui est un peu le champ dans lequel je m'inscris, des femmes au travail, du coup, a pas toujours été centrale, même si on peut mentionner des recherches pionnières, et je voudrais mentionner le travail de Mirjana Morgvazic sur les ouvrières, yougoslaves dès les années 70. Et donc les champs, ces 2 champs d'études séparés, il y a plus de batterie. Ces 2 champs d'études séparés, sont longtemps, voilà, on peut dialoguer, et en fait, ce qui marque les années 90 et 2000, et là, je voudrais vraiment rendre hommage, aux ouvrages collectifs que Margaret Mariani a coordonnés avec d'autres, et à des figures, bon, je vais pas toutes les nommer, mais comme par exemple Elena Hirata, qui a abordé beaucoup cette question. C'est, le surgissement des femmes immigrées, notamment, à la faveur d'une réflexion sur la mondialisation et sur la place des femmes, en fait, dans une division internationale de ce qu'on appelle parfois une division internationale du travail reproductif, qui a amené, certaines femmes, immigrées à prendre une place centrale dans des activités, liées aux soins, au travail reproductif en général. Il y a aussi, à partir des années 90, une remontée des travaux aussi sur la prostitution ou le travail du sexe, comme vous voudrez, des femmes immigrées. Et enfin, le développement d'approches transnationales qui ont permis de mieux comprendre aussi comment se mettaient en place des chaînes globales de travail finalement, avec des femmes qui venaient travailler, dans les pays les plus riches, mais qui aussi initiaient le mouvement d'autres femmes, des Suds, vers les foyers de ces femmes qui partaient, pour, suppléer, aux besoins de travail reproductif dans ces foyers de départ. Donc ces travaux ont été absolument essentiels. Ils ont peut-être contribué aussi à faire écran à d'autres figures des femmes au travail, des femmes immigrées au travail, hein, puisque c'était essentiellement centré quand même, sur les travailleuses, du soin, sur les travailleuses du care, et donc la part des ouvrières, des commerçantes, des entrepreneuses, était un peu plus, secondaire dans ces travaux. Mais enfin, ils ont contribué à mettre au centre, la question du travail, des femmes immigrées. Ils ont mis au centre aussi la question de la déqualification, la question de la dévalorisation, de ces femmes, et évidemment, celle de la segmentation, genrée et raciale du marché du travail. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on peut faire le constat qu'il reste une forme d'invisibilité, encore, de ces femmes immigrées au travail, et on peut se questionner, étant donné leur centralité, par ailleurs, dans le marché du travail, on peut vraiment se questionner sur cette invisibilité persistante malgré l'évidence. Pourquoi cette invisibilisation continue-t-elle? Il y a plusieurs raisons, bien entendu. On peut d'abord parler des stéréotypes persistants au sujet des femmes immigrées, du fait qu'on considère encore une fois que ce sont, des regroupées, des suivantes, des femmes au foyer qui suivent leur mari, pour s'occuper des enfants en migration, ce qui est, ce qui peut être vrai,
mais qui en tout cas ne masque toute une partie de la réalité. Le deuxième point, c'est qu'il y a souvent dans les études une confusion entre le statut juridique, administratif, voire les catégories statistiques, et qui ont trait aux raisons de la migration, au titre de séjour, etc. Et en fait, la complexité des situations, hein, c'est pas parce qu'on est venu dans le cadre du regroupement familial qu'on travaille pas, et on voit bien comment les études montrent comment, par exemple, les femmes qui sont venues dans le cadre du regroupement familial, une fois, en tout cas une fois qu'elles ont élevé leurs enfants, elles vont se tourner vers le marché du travail. On peut penser aux assistantes maternelles aujourd'hui qui sont dans ce type de trajectoire souvent. Euh, et puis aussi, je pense qu'il y a une tension à la fois dans la recherche et peut-être aussi, au sein des personnes qui ont une certaine sensibilité, militante, pourquoi pas, aussi, de pas verser dans une forme d'utilitarisme migratoire, qui fait qu'on a du mal à parler du travail des femmes immigrées, en fait. Parce qu'on voudrait pas, qu'on pense qu'on est dans un discours, voilà, qui vise à justifier, cette présence immigrée par le travail, des hommes et des femmes. Donc c'est un peu il y a un petit truc aussi, moral qui se joue là-dedans et qui traverse, je pense, aussi la recherche. C'est-à-dire, entre une posture, un peu humanitariste, de certaines recherches qui disent: «Il faut sauver ces personnes-là, il faut les aider, elles sont dans le besoin» et cetera, et une posture utilitariste qui nous met aussi très mal à l'aise, par rapport à ça. Donc ces figures continuent. Alors il y a d'autres raisons, des raisons qui sont liées, aux lieux dans lesquels ces femmes exercent, évidemment, une invisibilité spatiale, hein, parce que quand on exerce dans des espaces domestiques, dans des espaces moins accessibles, des horaires, bien entendu, les horaires auxquels elles exercent. Le dernier point peut-être, que je voulais soulever, c'est la question évidemment des statuts et de la précarité dans laquelle, ces femmes, exercent. Cette précarité qui est avant tout, juridique, qui fait que de nombreuses femmes sont en situation d'irrégularité, mais que d'autres sont dans des situations hybrides d'entre-deux, entre des moments de régularité, des moments d'irrégularité, de tension. Et peut-être, pour conclure sur un point d'actualité, donc rappeler le besoin qu'on a, de cet emploi féminin aujourd'hui qui contraste en fait avec cette absence, cette invisibilité. Et je voulais rappeler par exemple que dans tout le débat qui a concerné, l'adoption de la dernière loi immigration, dans tout le débat qu'il y a eu sur la question des métiers en tension, de la régularisation par le travail, eh bien, les métiers féminins, étaient, de façon extrêmement, choquante, complètement absents en fait. Merci. Bon, bonjour, directement. En 2013, en ouverture du livre Travail et genre dans le monde, Margaret Marouani nous lance un défi. Penser le travail et les genres nous impose la tâche urgente de rompre avec, ou, pour reprendre ce mot éloquent que j'aime, faire voler un éclat l'idée que le travail féminin constituerait une entité homogène. Son raisonnement avait un sens pragmatique, à mon avis. C'est précisément parce que les hiérarchies du masculin-féminin qui se construisent et se structurent autour du travail sont présentes où que nous soyons, qu'il convient de saisir ces constructions hiérarchiques dans leur mouvement inéluctable, en révélant les manières dont elles se reconfigurent selon les époques et les territoires. Mais il faut aller plus loin. Pour reprendre de nouveau les termes de Margaret dans les nouvelles frontières de l'inégalité, ce débat international devra se nourrir d'une polyphonie cultivée. Non? En fait, ce n'est qu'en s'appuyant sur les diversités nationales, dans les perspectives disciplinaires différentes, qu'il sera possible d'avancer sur des questions autrefois enfermées dans leur logique propre. Cette polyphonie bien cultivée était à l'origine du MAGE, qui pour cette raison n'a jamais été, comme l'annonçait Margaret dès 1998, une école, hein, mais en revanche a devenu une référence intellectuelle incontournable, soit pour les études du genre, soit pour les études du travail. En effet, pour contribuer à cette polyphonie, il faut reconnaître que dans les programmes de chercheurs et chercheuses brésiliens et brésiliennes, le mode de participation au marché du travail a été, dès le début, un domaine privilégié pour comprendre les inégalités des classes, mais
indéchiffrables au Brésil si nous oublions leur forme d'existence à travers les hiérarchies entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les Noirs et les Blancs. Mais il faut élargir nos rémissions, prenant en compte deux de ces objets privilégiés d'intérêt intellectuel qui sont également devenus centraux dans l'agenda des études du travail au Brésil. Le premier concerne son programme d'études autour de la sociologie des relations sociales de l'emploi, que Margaret a présenté de manière systématique dans son livre Sociologie de l'emploi, en partenariat avec Emmanuel Reynaud. Selon elle, une sociologie de l'emploi permettrait de passer, et je les cite, d'une sociologie des travailleurs à une sociologie de la force du travail, de l'étude de l'entreprise à celle du marché du travail, de l'analyse des situations du travail à l'analyse des mouvements de l'emploi et du chômage. Celui-ci a été précisément le défi posé à l'intelligentsia brésilienne, confrontée dans les années 1990 à l'urgence de bien comprendre son système de régulation des relations de travail. Un système qui laissait aux marges et en dehors de sa comptabilité statistique les travailleurs et travailleuses informels et précaires, souvent comptés comme chômeurs ou chômeuses, ou les personnes découragées par une recherche infructueuse, souvent comptées comme inactives. C'est pourquoi au Brésil aussi, comme les rapporte Margaret pour la France dans les mécomptes du chômage en 2002, il faudrait aller au-delà des études sur la dynamique interne au lieu de travail et à leur hiérarchie. Ces dynamiques sont importantes, mais insuffisantes pour comprendre ce qui se passe sur le marché, en particulier les chômages, les transitions et trajectoires professionnelles, les parcours d'insertion, mais aussi l'exclusion de la population active. Mais s'engager dans cette voie, c'est se confronter à un autre défi. Pour reprendre le terme de Margaret et Monique Méron, dans un siècle du travail des femmes en France, mesurer le travail, c'est en même temps décrypter comment les compter. C'est confronter à ce qu'elles appellent le mythe pérenne. Et j'aime aussi bien le mythe. Non? Le mythe de la modernité. Non? Oh, maintenant les femmes travaillent. Non? Le mythe de la contingence. Et si les femmes s'arrêtaient de travailler? Non? Et le mythe de la dépendance. La famille et les enfants prennent surtout le reste. Non? Cela s'est exprimé dans les débats franco-brésiliens au moment du colloque du MAGE à São Paulo il y a 2 ans, et on a vu des photos très belles en 2014, où une session entière a été consacrée à la question de la mesure des inégalités de genre, dont on a pris une partie de l'intervention de Margaret aujourd'hui. Hein. Bon, cependant, si nous prenons en compte les avances récentes dans les études sur le marché du travail et les gens, basées sur la perspective du care comme un travail, nous verrons que de nouveau des défis interprétatifs surgissent. Ces défis nous permettent d'entrevoir l'importance de la manière de penser, de faire de la science et de fertiliser l'activisme qui sont les héritages de la présence de Margaret parmi nous, même nous au Brésil. Je voudrais conclure cette intervention en attirant l'attention sur 2 de ces défis. D'une part, mesurer le travail du care est en même temps décrypter comment les compter. Deuxièmement, pour confronter les nouvelles inégalités autour du travail, il faut en même temps décrypter les nouvelles frontières de mes comptes du travail du care. Voyons très brièvement. La force de la pensée féministe et les investissements des spécialistes du travail au cours des 50 dernières années ont, dans une large mesure, réussi à concrétiser ce que dans les années 50-60 n'était qu'une demande, documenter l'importance économique du travail reproductif. Parce que nous avons développé des moyens de mesurer. Nous savons aujourd'hui que les métiers liés à la reproduction de la vie, un marché où les femmes prédominent, représentent une part importante de l'emploi généré dans nos sociétés. Au Brésil, et on peut bouger? Je peux changer ici? Génial. Oh oui. Au Brésil, presque un quart des personnes employées sont là, comme on peut voir dans les graphiques à droite.
Ah oui, à droite. Et cela est documenté avant, pendant et après la pandémie, si vous en regardez. Mais on peut en dire autant de la France, non sans raison, car il s'agit d'une activité impérative dont la centralité tend à augmenter à mesure que la population vieillit. De plus, les données brésiliennes, et on peut voir dans l'autre graphique, montrent avec éloquence que le taux de croissance de l'emploi des aidants est non seulement remarquablement intense, et c'est cette courbe presque exponentielle, mais semble également être à l'abri des crises économiques, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des occupations sur le marché du travail. Cependant, dans des sociétés extrêmement inégalitaires, comme le Brésil, et où la portée des politiques publiques est restreinte, cette marchandisation notable du travail du care se heurte à des niveaux élevés de pauvreté et d'exclusion. Des implications interpellent donc notre imaginaire interprétatif. Ça veut dire, en l'absence de l'État, marchandiser les care ne signifie pas l'externaliser par rapport à la vie quotidienne des ménages. Ainsi, parmi les familles à revenus plus élevés, la consommation des soins rémunérés à domicile est notable et la multiplicité des activités de care effectuées dans les ménages est tout aussi significative. Pour les saisir, il faut cependant faire un effort pour avancer dans notre façon de compter. Les graphiques de droite montrent comment le près de 10 millions de travailleuses à domicile, employées de maison, nounous, aides-soignantes, infirmières, kinésithérapeutes, etc., sont notablement concentrés au sommet de la distribution des revenus. Et 8 en 10 ménages au Brésil n'ont pas aucune capacité de participer à ces marchés florissants des services domiciliaires du care. Révéler ces résultats percutants nous a obligés à remettre en question les informations démographiques usuelles à la recherche des sources alternatives telles que les études de budget familial. Et je m'amène au dernier point. Si le care est impératif et si la plupart des familles n'ont pas accès à ces marchés florissants, comment peuvent-ils être fournis? Certainement pas de forme non rémunérée par un travail qui ne dit pas son nom. Arrivé à ce point, nous nous retrouvons à nouveau face au mécompte du travail du care. Tout d'abord, ce qui n'est qu'en 2016 que les statistiques brésiliennes ont commencé à considérer cette activité comme du travail et à la comptabiliser. Mais même ainsi, en l'absence de recherche sur l'emploi du temps, le résultat a été paradoxalement la reproduction de son invisibilité. Les graphiques de la gauche nous montrent l'énorme importance du care non rémunéré pour la reproduction des familles, dans n'importe quel presque niveau de revenu. Cette énorme bande bleue, c'est presque total pour les plus pauvres, mais c'est aussi important parmi les ménages plus riches. Cette masse de travail non rémunéré équivaut à une moyenne familiale accumulée de 60 heures par semaine parmi les personnes, c'est-à-dire les femmes, issues des ménages à faible revenu. Même dans les ménages à plus haut revenu, ce sont 30 heures par semaine familiale. Mais, et j'arrive à mon dernier point, ce surtravail impératif et invisible est effectué précisément par les plus invisibles parmi les femmes inactives ou les chômeuses. Il est à noter que parmi ces femmes, celles qui consacrent les plus d'heures non rémunérées à prendre soin des autres sont celles qui seraient en principe les principales demandeuses de soins. Au Brésil, les femmes âgées sont les championnes en matière d'heures consacrées à la prestation gratuite du care, en particulier dans les tranches d'âge de 60 à 90 ans. Enfin, et pour finir, ces données montrent l'importance de faire avancer les dialogues entre des intellectuels de nationalités et perspectives disciplinaires différentes, de façon à arriver à cette polyphonie créative avec laquelle Margaret nous a défiés
convaincue par un argument qu'elle mobilise dans le travail dans le monde. Et je termine cette réflexion en citant à Margaret. Elle dit, la question du travail n'est pas seulement un domaine des études des gens. Elle est une clé pour comprendre la place des femmes et des hommes dans la société et j'ose ajouter pour comprendre de nouvelles inégalités, des formes de faire société entre nous. Merci beaucoup.